Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 19 novembre au Togo. Nous vous l'annoncions hier soir dans notre journal Vox Flash. L'inquiétude des associations de consommateurs quant à la provenance douteuse de tilapia dans le pays continue. Eh bien, depuis hier, près de 24 tonnes de ces poissons impropres à la consommation humaine ont été saisies dans la banlieue de Lomé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les 2495 cartons de tilapia contaminés et qui contiennent des résidus de médicaments vétérinaires ont été importés depuis la Chine. L'un des responsables de la société importatrice rejette, lui, toute accusation. Il évoque plutôt des mains noires tapies dans l'ombre pour déstabiliser son entreprise. Écoutons la déclaration de cet opérateur économique togolais. Il est suivi du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, tous deux au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion. Je ne me reproche exactement rien. Je ne me reproche rien. Mais ceux qui sont à la clé de ce problème, peut-être que Dieu va leur rendre ça. Vous pensez qu'il y a des mains noires derrière? Bien sûr, il y a beaucoup de mains noires derrière. Il y a beaucoup de mains noires derrière. Mais je m'abstiens de parler ici. Certainement, c'est une grande perte pour nous, mais tout ce que Dieu fait est bon. Pour que le poisson soit mis sur le marché aux fins de consommation, il faudrait que le taux de résidus des produits vétérinaires soit inférieur à 10%. Donc après analyse au laboratoire, dans un laboratoire de l'université de Lomé, le laboratoire a relevé un taux de 28%. Donc c'est pratiquement du simple au triple. Ça veut dire que le produit est cancérigène. Donc vous qui êtes ici, si vous commettez la maladresse de prendre un poisson, il faudrait avoir la garantie que vous avez de l'argent pour soigner du cancer. Toujours en Afrique de l'Ouest, la ville nigériane d'Aba a été la scène hier d'une manifestation massive. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans cette ville du sud-est du pays. Leur revendication, obtenir la libération de Nnamdi Kanu, un activiste connu dans le pays et qui milite pour l'indépendance de la région du Biafra. Ce fondateur de l'organisation hip-hop du peuple indigène du Biafra, Nnamdi Kanu, avait lancé en juillet dernier la radio Biafra. Arrêté en octobre, l'activiste est depuis accusé de conspiration par le gouvernement du Nigeria, qui qualifie sa station de radio de pirate et séditieuse. Il doit comparaître lundi devant le tribunal. En attendant, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le sud-est du Nigeria depuis son arrestation. Des protestations violemment dispersées par les forces de l'ordre. Le phénomène climatique El Niño continue d'inquiéter l'Afrique de l'Est. Au-delà des fortes sécheresses qui ont suivi les inondations, c'est maintenant une hausse spectaculaire du nombre de personnes sous-alimentées qui est à craindre. L'Organisation des Nations Unies alerte notamment l'Éthiopie, dont le gouvernement prend la menace très au sérieux. Écoutez son porte-parole. Nous ne voulons pas que les chiffres soient utilisés afin de minimiser l'importance de sauver des vies. Nous sommes plus concentrés à sauver des vies qu'à faire des estimations, car l'ampleur de la crise qui nous attend est telle que même le chiffre de 15 millions pourrait ne pas être l'estimation la plus élevée que nous pouvons imaginer. Il n'y a pas eu de mort directement liée aux famines dues à la sécheresse. Drought-induced starvation. There have been cases of malnutrition. Il y a eu des cas de malnutrition, ce qui est un problème grave et c'est normal. On a entendu parler de cas ici et là, pour la plupart isolés, mais le gouvernement est très vigilant et nous avons un comité national de gestion des catastrophes qui se réunit chaque lundi pour discuter des événements chaque semaine. L'Union africaine a exprimé hier sa colère face à ce qu'elle juge être une attention excessive de la Cour pénale internationale portée aux dirigeants africains et bien plus qu'au reste du monde. L'UA a notamment demandé devant les États membres de la Cour réunis à La Haye, aux Pays-Bas, que les poursuites contre le vice-président kényan William Ruto soient abandonnées. De son côté, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, que vous voyez à l'écran, et qui a pris ses fonctions il y a 3 ans maintenant, déclare que même si sa charge de travail explose, son unique mission est bien de se battre pour donner une voix aux victimes.
crime. Depuis la création en 2003 de la Cour, ce sont plus de 30 personnes qui ont été soupçonnées de crimes, mais seulement 2 qui ont été condamnées et 1 acquittée. Une lenteur administrative de traitement que cette avocate venue de Gambie reconnaît et contre laquelle elle a par exemple demandé plus de moyens. Avec la CPI, la procureure a réclamé notamment une augmentation de son budget à 153 millions d'euros afin de pouvoir financer ces enquêtes. Cette année, outre les affaires africaines, Fatou Bensouda déclare aussi avoir ouvert des examens préliminaires en Ukraine et en Palestine. Écoutez les réponses apportées par la procureure de la CPI face aux accusations que son tribunal international ne poursuivrait pratiquement que des dirigeants africains. Elle répond aussi à la question de savoir ce que compte faire la CPI pour d'autres crimes observés dans le reste du monde, comme par exemple en Syrie. This criticism does not match the reality. Cette critique ne correspond pas à la réalité et c'est cela qui est important. Cette critique est au final très vague parce que certes, je ne vais pas le contredire, toutes nos affaires en procès sont africaines et toutes les personnes sur le banc des accusés viennent d'Afrique. Mais je dis toujours, prenons un pas de recul et demandons-nous comment ils sont arrivés là. But I always say that let us step back and ask how did they get there. Africa brought cases to the ICC. L'Afrique a amené ses affaires devant la CPI. Hormis le Kenya, le Soudan et la Libye, toutes les affaires ont été ouvertes à la demande d'États africains qui sont venus demander à la CPI d'intervenir. Asking the ICC's intervention. Obviously, what is happening in Syria. Il est clair que ce qui se passe actuellement en Syrie, depuis environ 4 ans je pense, est assez grave en termes de crimes allégués. Mais vu que nous n'avons pas de juridiction sur ce territoire, je dois dire que mon bureau ne l'examine pas. Territorial jurisdiction, I must say my office is not looking at it. Un mot de sport à présent, le rugby néo-zélandais doit décidément être très triste. Après l'annonce hier du décès du grand joueur des All Blacks, John Alomu, à l'âge de seulement 40 ans, ils doivent maintenant faire aussi face à la retraite de leur charismatique capitaine Richie McCaw. Cet emblématique joueur vient d'annoncer la nouvelle ce jeudi, près de 3 semaines après avoir remporté la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande. Richie McCaw tire donc sa révérence. Le jeune retraité de 34 ans qui a commencé à jouer sans talent particulier et avec un gabarit plutôt quelconque est devenu depuis le joueur le plus capé de l'histoire du rugby, toutes nations confondues. 148 sélections, dont 111 comme capitaine, élu 3 fois meilleur joueur du monde. Il a surtout mené 2 fois les All Blacks au titre de champion du monde en 2011 et cette année en 2015. Celui que ses coéquipiers surnomment GOAT, The Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps, part surtout se reposer avec un pourcentage ahurissant de victoires, 88,5%. Tous les ans à Londres, le prix Rory Peck récompense les meilleurs journalistes reporters d'images pigistes. Parmi tous ces freelances, hommes et femmes et du monde entier, hier c'est le Syrien Zayn Al-Rifai qui a remporté la prestigieuse distinction. Zayn Al-Rifai, qui n'était pas présent à Londres, faute d'avoir obtenu son visa, a été récompensé pour sa couverture entre juin 2014 et février 2015 du quotidien que la population vit dans la zone de la ville syrienne d'Alep, tenue, vous le savez, par des rebelles. En l'absence du grand lauréat, c'est Yahya Hassouna qui est monté hier à la tribune. Le journaliste finaliste du prix Rory Peck pour les informations d'actualité a dispensé un discours autour des risques du métier de journaliste indépendant, surtout en zone de conflit comme au Moyen-Orient. Absent de la cérémonie, le lauréat du prix Rory Peck, Zayn Al-Rifai, a tout de même pu s'exprimer devant le public. Une vidéo avait été diffusée lors de la soirée. Écoutez-le. J'aurais adoré être là avec vous, vous rejoindre pour célébrer les prix Rory Peck et être la voix des Syriens ordinaires qui continuent à souffrir des atrocités de la guerre encore aujourd'hui. Je dédie cette récompense à tous les prisonniers, hommes et femmes, retenus dans les prisons du régime d'Assad qui se battent pour la liberté et la dignité. Je la dédie aussi au peuple syrien en général. Terminons ce flash information au Pakistan. Comment ce pays d'Asie est passé de la patate au web? C'est l'histoire de Gulmit, ce village du nord du pays qui, lorsqu'un glissement de terrain l'avait coupé du monde, s'est retrouvé incapable d'exporter ses pommes de terre. La solution qu'ont trouvé ses habitants pour se diversifier, ça a été de connecter le village himalayen au web. Regardez. Gulmit, au cœur des montagnes du nord du Pakistan. Pendant des années, la culture de la pomme de terre était le seul gagne-pain de ce village reculé. Mais en 2010, il a été coupé du monde par un glissement de terrain qui a donné naissance au lac Databad. N'ayant pas les moyens d'exporter leurs produits par bateau, les habitants ont dû s'adapter. La solution,
Internet et le télétravail, avec la création d'un centre de formation par une ONG locale financée par des fonds européens. Nous donnions des cours de mobilisation de ressources en ligne pendant 1 mois, de e-marketing pendant 2 mois, de design graphique pendant 3 mois et une formation au logiciel de comptabilité en ligne pendant 1 mois. 700 apprentis ont ainsi été formés. Grâce à ce projet, Gulmit a été connecté à Internet pour la toute première fois. C'était en 2012 une révolution pour les villageois. À l'époque, on ne savait rien de l'actualité. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de notre pays, ni dehors. Alors le fait d'être connecté au monde entier, ça a été un moment glorieux. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on veut Internet à nouveau. Car la lune de miel n'a pas duré. Au bout de 2 ans, le financement s'est tari et l'abonnement, trop cher, a été interrompu. Karim Aslam est désormais le seul à avoir Internet dans l'ensemble du village et ça lui coûte presque la moitié de son salaire. Transcripteur, il reçoit des enregistrements audio de médecins américains, la plupart du Tennessee, et leur renvoie le texte écrit. S'il n'y avait pas de problème pour avoir Internet, j'aurais formé plein d'autres gars et on aurait pu travailler davantage pour les États-Unis ou d'autres pays. Mais la situation est en train de changer. L'automne dernier, la Chine a fini la construction d'une route contournant le lac Dattabad, rendant à nouveau possible l'exportation des pommes de terre et autres produits locaux. Et les habitants espèrent retrouver Internet un jour avec l'arrivée du filaire. Certains pensent même déjà à vendre leurs récoltes en ligne. Et voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 19 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.